Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Depuis la création de Haïm Equestrian, nous avons eu la chance de recevoir plusieurs des grands sélectionneurs qui ont marqué l'histoire récente du saut d'obstacles français. Jean-Maurice Bonneau, Philippe Guerda, Henk Noren, des personnalités qui ont accompagné certaines des plus belles générations des cavaliers français et contribué à construire les succès de notre sport. Aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. À la tête de l'équipe de France senior se trouve désormais Édouard Coupry. Son parcours a ceci de particulier qu'il épouse presque toutes les facettes de notre sport. Cavalier de haut niveau un temps, entraîneur privé, formateur, chef d'équipe des jeunes générations adjoint de Henk Noren pendant plusieurs années, il a passé une grande partie de sa vie à observer, accompagner et faire progresser les cavaliers français. Avant même de devenir sélectionneur national, il connaissait déjà parfaitement les forces vives du saut d'obstacles, les jeunes talents qui montent, les couples qui émergent, les systèmes qui fonctionnent et ceux qui doivent encore évoluer. Car finalement, le rôle d'un sélectionneur ne consiste pas seulement à choisir 4 cavaliers pour un championnat. Il faut construire une dynamique, fédérer des personnalités parfois très différentes, donner envie à une génération de porter les couleurs de l'équipe de France et préparer l'avenir tout en restant performant dans le présent. À quelques mois des championnats du monde d'Aix-la-Chapelle et avec les Jeux Olympiques de Los Angeles déjà dans toutes les têtes, nous avions envie de comprendre comment il envisage cette mission. Comment voit-il le saut d'obstacles français aujourd'hui ? Quels sont les défis qui l'attendent ? Quels couples émergent ? Comment construit-on une équipe capable d'aller chercher des médailles dans un sport toujours plus compétitif ? Et surtout, qu'est-ce qui continue à faire vibrer un homme qui consacre sa vie entière aux chevaux et au sport de haut niveau ? Dans cet épisode, nous vous proposons de découvrir celui qui a désormais la responsabilité de guider l'équipe de France vers ses prochaines grandes échéances, Édouard Coupry. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Haïm Equestrian, le podcast. Bonjour Édouard Coupry, merci beaucoup d'être avec nous ici à La Baule malgré un emploi du temps chargé. Édouard, comme on était en train de vous l'expliquer, aujourd'hui on va plonger dans les méandres de votre histoire de cavalier, de votre histoire d'homme de cheval. Vous avez commencé votre formation d'abord en Allemagne. Vous avez passé 3 ans en Allemagne et puis vous avez, dès les années 80, commencé à intégrer l'équipe de France, le staff français, avec un poste pour s'occuper des juniors et jeunes caves. Donc vous avez, pendant plusieurs années, allié le sport et puis certaines responsabilités. Côté sport, vous avez été évidemment membre de l'équipe de France pendant 20 ans. Vous avez gagné le Grand Prix du CSIO ici à La Baule. On a découvert ça en préparant cette interview. Donc c'est drôle de repenser à la victoire de l'équipe vendredi dans la Coupe des Nations et de mettre ça en perspective de votre propre victoire, de votre succès ici à La Baule. Vous avez également remporté l'étape Coupe du Monde de Malines. Vous avez été évidemment champion de France senior. Vous avez participé en 2001 au championnat d'Europe. C'était à Arnhem. Et puis vous vous étiez qualifié pour la finale de la Coupe du Monde Las Vegas. C'était en 2003. Vous avez fondé vos propres écuries, vous êtes installé, les écuries du Grand Veneur, et puis vous avez dès lors commencé à accompagner un certain nombre d'équipes dans le sport. Il y a eu le Japon, il y a eu l'Inde, et puis il y a eu aussi des cavaliers privés. Maintenant, vous collaborez pleinement avec la fédération, vous occupez le poste de sélectionneur national, d'entraîneur national. On aimerait comprendre comment tout ça s'est déroulé parce que alors, le sport n'est pas toujours facile à allier avec des velléités d'entraînement, avec des envies de fédération.
Et puis, on parlait hier avec Elena Storman, qui évidemment a listé la longue liste des grands hommes de chevaux de votre génération. Vous en faisiez partie. Et c'est vrai que cette génération-là, on a toujours aimé aller à leur rencontre. On a reçu Bossy, on a reçu Éric Navet, on a reçu Philippe Rosier et d'autres cavaliers. Vous faites partie aussi de cette histoire de l'équipe de France française, donc on a envie de retisser tout ça avec vous. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire, nous dire d'où vous venez, à quoi ont ressemblé vos premières années de cavalier, même quand vous étiez vraiment très jeune. Oui, bonjour. Je suis bordelais et donc j'ai toujours été passionné par les chevaux grâce à mon oncle Émeric Coupéry, qui est le père de Virginie, qui est l'organisatrice du Jumping Eiffel, du Paris Eiffel. Et donc c'est lui qui m'a donné cette passion et vraiment j'étais à l'école à Bordeaux et j'allais monter tous les jeudis ou tous les mercredis et le week-end évidemment avec lui. Et puis il m'a confié des chevaux et puis j'ai eu quelques succès et au détriment un peu de l'école. Et après, quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit là, maintenant, je voudrais essayer de faire ma carrière et là, j'ai dit il faut que j'évolue et que je pense à partir ailleurs un petit peu. Et là, j'ai eu l'opportunité de trouver une place en Allemagne chez un cavalier qui s'appelle toujours Alvin Schockemel, qui est le frère de Paul. Et là, j'ai pu passer 3 ans en Allemagne où j'ai commencé à tout faire, à faire les box, à faire comme on doit commencer. Et ensuite, petit à petit, il m'a confié des chevaux et j'ai pu faire des concours là-bas. Et puis j'étais entouré à l'époque de Frank Slutak, qui est un des meilleurs cavaliers allemands. Et là, j'ai eu des bases incroyables et j'ai vécu un moment formidable pour moi. J'avais presque envie de rester là-bas. Et puis tout d'un coup, j'ai Marcel Rosier qui m'appelle en me disant « Édouard, si tu veux, il y a une opportunité pour toi, tu peux venir à Fontainebleau pour t'occuper des jeunes, des juniors, des jeunes cavaliers. Et puis en même temps, il y avait l'écurie France au départ, qui était une très bonne idée. Et Marcel Rosier m'a dit, tu peux travailler, parce qu'il avait vu que j'avais pris des bases sur le plat et tout ça, tu peux travailler les chevaux sur le plat, les grands cracks de l'époque, les flambeaux et tous ces chevaux-là. Et donc j'ai hésité un peu et puis je suis arrivé là, je suis arrivé à Fontainebleau, où j'ai passé aussi 2 ans et demi formidables à m'occuper de tout ça. Et parallèlement, j'avais des chevaux qui m'étaient confiés. J'avais une écurie, que je jouais une écurie à côté, à Barbizon. Et donc je pouvais allier les deux, à la fois m'occuper de l'écurie fédérale et des jeunes, et ensuite monter mes propres chevaux, où j'avais aussi envie de faire ma carrière équestre et de vraiment évoluer au plus haut niveau. Et puis après ces 2 ans et demi là, j'ai vraiment évolué sur le plus haut niveau. Et là, j'ai fait une rencontre incroyable pour moi dans ma vie, c'est avec Éric Nègre, qui était mon partenaire avec qui on a acheté les écuries, tous les deux les écuries de Grand-Veneur. Et on a commencé là vraiment à évoluer tous les deux dans le grand sport. Lui était marchand de chevaux et moi j'étais cavalier. Donc c'était déjà un esprit d'équipe qui commençait pour moi à être important et puis je crois qu'on était des exemples tous les deux de travailler ensemble aussi longtemps et avec du succès, je dois dire. Et puis donc voilà, et puis comme j'ai commencé les Coupes des Nations là, commencé à avoir des chevaux de plus en plus intéressants et donc j'ai passé une 20aine d'années pour l'équipe de France comme ça. Alors, j'aimerais bien comprendre pourquoi avoir arrêté. Vous aviez plein de succès, vous avez illustré la France dans plein de compétitions. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous tourner un peu plus vers l'entraînement ? Il y a eu un concours de circonstances. Eric commençait à être malade et puis moi je devais m'occuper de plus en plus des écuries. Et puis aussi un manque de chevaux de très haut niveau. C'est tout un concours de circonstances qui m'ont dit peut-être qu'il faut que maintenant que je reste un peu plus souvent aux écuries, que je m'occupe un peu plus de l'entraînement. Et c'est pour ça que j'ai évolué sur l'entraînement avec passion aussi, tout en continuant à monter, mais évidemment beaucoup moins à haut niveau. Qu'est-ce que vous avez retiré, qu'est-ce que vous avez pris avec vous de ce système allemand ? Vous étiez donc chez Frank Slutak, qui est évidemment un grand homme de cheval aussi, qui a été cité aussi hier par Elena, bien sûr, parmi les références de l'équitation.
peut-être qu'aujourd'hui, la différence entre les systèmes des cavaliers allemands et les systèmes des autres cavaliers européens, ça me nuise un petit peu. Je pense que peut-être que ça converge un peu plus vers une équitation plus normée, internationale. Mais à l'époque, l'équitation allemande avait vraiment son système, son style. Qu'est-ce que vous en avez appris et retiré ? Oui, beaucoup de disciplines, évidemment. On parle toujours de la discipline allemande. À l'époque, c'était un tout petit peu plus l'équitation assise, l'équitation, énormément de connexions. Aujourd'hui, les Allemands ont beaucoup évolué, ils sont dans une équitation beaucoup plus légère. Et puis la gestion des chevaux dans ces grandes écuries-là, ça m'a beaucoup apporté. Et ce système-là, moi je pousse toujours, dès que je vois des jeunes, je les pousse toujours à aller voir un petit peu ce qui se passe à côté, que ce soit en France ou à l'étranger, mais bouger de chez eux. Et quand ils sont jeunes, ça il faut le faire. L'exemple de Nina est un magnifique exemple, je trouve. Elle n'a pas hésité à partir un petit peu aux États-Unis. C'était un grand voyage, mais on voit que de partir comme ça, c'est vraiment intéressant, et on voit d'autres choses, quoi. Est-ce que vous pensez que justement ce style un peu très construit des Allemands pendant longtemps, c'était notamment lié à leur élevage, au type de chevaux qui montaient, et ce serait aussi pour ça qu'avec des chevaux peut-être plus dans le sang, ils évoluent aussi eux vers un autre style d'équitation ? Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Leur élevage évolue aussi. Nous, on a un très très bon élevage en France, attention. Mais l'élevage allemand évolue, donc leur équitation évolue aussi, et ils se mettent. Je veux dire, ils nous ont vus, hein, ils ont vu l'équipe de France aussi depuis des années, que la monde des cavaliers, des très bons cavaliers français, et ils sont pas idiots, donc ils évoluent de leur côté. Et nous, on essaye un peu de prendre aussi de leur technique un petit peu. Ce que je disais tout à l'heure, il faut prendre toujours un petit peu à gauche, à droite, et essayer de regarder ce qui se passe à côté de chez nous. Est-ce qu'en parallèle, on pourrait revenir sur votre vie et votre place à la fédération, puisqu'en fait, vous avez commencé très tôt. Ça fait longtemps maintenant que vous êtes à la fédération, avec d'abord un poste pour entraîner donc les jeunes cavaliers, les juniors, etc., pour ensuite prendre la direction de la seconde ligue, du groupe 2, et enfin, tout récemment, du groupe 1. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu cette vie fédérale que vous avez eue ? Oui, on va dire la première vie fédérale, j'étais très jeune. D'ailleurs, tout le monde se moquait un peu de moi parce que j'avais quasiment l'âge des jeunes cavaliers, quelques années de plus. Mais déjà, ça m'a passionné. Et en plus, c'était l'époque où on était champion d'Europe, on gagnait tout parce que c'était les fils de Rosier, c'était les Levallois et tous les meilleurs cavaliers de l'époque. Donc c'était assez facile de coacher cette équipe-là, et j'avais pas grand-chose à faire, mais j'étais là et je participais avec eux. Il y avait Bosti aussi qui était là. Donc, et ce qui m'a permis aussi voilà, on se connaît depuis très longtemps, on se connaît tous depuis très longtemps. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi quand j'ai repris le poste de la deuxième ligue, on va dire, en 2019, de connaître tout le monde déjà et de pouvoir parler avec eux et de pouvoir les sélectionner et puis les accompagner en concours. Combien de temps après vous avez pris le groupe 1 ? Vous êtes resté combien de temps sélectionneur des jeunes ? Donc j'ai commencé le 2019 le groupe 2 et l'an dernier le 2019 le groupe 2. Voilà, okay. le groupe 1 l'an dernier, c'était en début d'année dernière. Mais ça s'est fait d'une façon facile, ouais, je veux dire, exactement. très facile. Et comme je disais tout à l'heure, on se connaît tous très bien. On se voit dans tous les concours. Moi, je suis quelqu'un qui voyage énormément. Donc, je vais dans tous les concours. Et comme ça qui m'intéresse, en fait, c'est de les voir sur place, de les voir au paddock, de les voir sur le terrain. Mais sur place, pas de les voir à la télé, quoi. Et alors justement, donc vous avez suivi les jeunes pendant très longtemps. Ensuite, le groupe 2, le groupe 1. Ça semble avoir été assez fluide finalement, d'avoir même suivi les cavaliers dans leur évolution. Est-ce que vous avez la sensation que d'être passé par ces étapes-là, dans cet ordre-là, c'était finalement plus facile peut-être pour vous pour arriver à la tête de cette équipe de France ? Oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque, c'est assez logique en fait. D'abord de commencer par ce groupe-là, et puis j'ai commencé par les jeunes cavaliers avec Olivier Bost. Donc je vois Antoine Herman, je l'ai eu avec moi comme jeune cavalier, et puis ensuite je l'ai vu évoluer dans les seniors, et je l'ai pris dans des groupes 2.
au départ, et après dans le groupe 1 maintenant. Donc ça, c'est tout à fait un bon exemple comme ça de suivre ces cavaliers, de voir comment ils évoluent et de connaître bien leurs chevaux et leur système. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Ouais. Vous avez succédé à Henk Nouren et puis avant lui Philippe Gerda. Est-ce que c'est facile de passer derrière des personnalités qui ont aussi tenu l'équipe, qui ont eu des succès, tous les deux d'ailleurs? Est-ce que vous avez essayé de prendre un petit peu ce qui était déjà en place, de l'observer, de ne pas tout changer, ou est-ce que vous êtes tout de suite arrivé avec des volontés personnelles bien ancrées, d'ouvrir les portes de l'équipe, avec une vision assez précise de ce que vous vouliez faire? Oui, non, Henk et Philippe et Thierry qui étaient là aussi, c'est des grands personnages. Donc moi je voulais surtout, je suis pas arrivé en voulant tout changer. Avoir un esprit d'ouverture sûrement. J'ai toujours eu un esprit d'ouverture et un esprit d'équipe, et ça je voulais vraiment ouvrir, c'était la volonté. Et l'an dernier c'était l'année où il fallait le faire, parce qu'avec l'année des championnats d'Europe qui ne comptait pas pour une qualification, donc c'était l'année où il fallait se lancer, il fallait ouvrir, il fallait tenter des choses. Donc ça c'est plus ma politique aujourd'hui, que je veux continuer à faire vraiment. Là, on en a eu l'exemple encore à Saint-Gall, on a essayé d'ouvrir avec plus ou moins de réussite, ça m'est égal, mais au moins on essaye des choses et on essaie de construire l'avenir de nouveaux couples et puis encore une fois pour attirer nos propriétaires, attirer des propriétaires. Ça, on a vraiment besoin de ça en France, quoi. Pour vous, le fait de mettre en avant de nouveaux couples sur des Coupes des Nations de groupes de seconde ligue comme ça permet d'attirer des propriétaires? C'est vraiment un objectif de la fédération? C'est un objectif de la fédération. Là, depuis que je suis en poste, on essaye dans tous les gros concours, comme ici, comme à Bordeaux, comme à Lyon, de faire une réunion de propriétaires, de parler avec eux. Et Frédéric Bouix, le président de la fédération, et Sophie Dubourg s'y attachent vraiment. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. C'est un manque chez nous. Je trouve qu'on a des cavaliers incroyables. On manque un peu de chevaux, et de garder nos chevaux de très haut niveau. Par rapport aux autres pays, je trouve que les autres pays arrivent à les garder beaucoup plus longtemps que nous, donc on peut se poser cette question-là. Et donc oui, il y a un travail avec les propriétaires, sans eux on n'est rien, et qui est important. Donc il commence par des réunions comme ça, parler avec eux, et puis comme avoir des beaux concours, amener leurs chevaux dans des beaux concours, et qui se disent tiens, là on peut acheter des chevaux, on peut aller faire des beaux concours et vivre le sport, comme on a vécu là vendredi. On a vécu un sport magnifique, et ça, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde, quoi. Alors justement, c'est vrai que vendredi et à l'approche des championnats du monde, on voit une équipe se constituer qui est très forte. On a eu un spectacle absolument incroyable vendredi, et c'était génial de voir l'équipe de France monter sur le podium, tout en haut du podium. Avant ça, c'est vrai que donc on a fait face à une année d'ouverture, et moi je trouve que c'est absolument génial de lancer ces cavaliers-là dans des Coupes des Nations. On a eu, comme vous l'avez dit, plus ou moins de réussite. Quel constat est-ce que vous faites justement de toutes ces Coupes des Nations tentées? Quel constat est-ce que vous faites des cavaliers, des chevaux dans l'ensemble? Je suis quelqu'un d'assez positif, donc je garde toujours un côté positif. Et si ça n'a pas marché, on essaie de s'expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'il faut travailler derrière pour essayer de mieux faire. C'est pas parce qu'un couple n'a pas bien marché du tout dans une coupe que je vais plus jamais le reprendre. Au contraire, je vais essayer de parler avec lui, d'essayer de construire quelque chose et de le remettre dans une autre coupe en disant et voilà, maintenant essaye de progresser. On arrive toujours à trouver des explications. Je veux dire, c'est des cavaliers qui ont quand même de l'expérience s'ils sont dans ces Coupes des Nations-là. Mais après, il y a une marche incroyable entre les 4 étoiles et les Coupes des Nations 5 étoiles, comme on a vu là. Donc, quelquefois, il faut mettre du temps à s'y mettre et à ce que le couple se mette en route, quoi. J'aimerais bien savoir le type de cavalier que vous étiez et ce que vous apportez de votre expérience personnelle dans le sport à l'intérieur de votre management d'équipe. J'imagine que vous avez connu plein de choses, des systèmes différents, des succès, des échecs aussi, et que ça vous a évidemment, le long du chemin, apporté énormément de connaissances, d'expériences que vous essayez de reproduire avec vos cavaliers aujourd'hui.
Oui, moi je suis quelqu'un de très persévérant, optimiste toujours. J'essaie toujours de garder le bon côté des choses. C'est pas parce que j'avais fait un mauvais parcours que je voulais tout remettre en question. Non, je veux continuer à travailler, mettre le point sensible. J'ai essayé de m'entourer beaucoup d'autres cavaliers en demandant beaucoup et en faisant venir d'autres cavaliers chez moi en disant tiens, tu veux pas monter mon cheval, essayer de regarder ce qui se passait mal et j'aimais bien en fait faire ça, de faire venir d'autres cavaliers pour monter mes chevaux. Quels étaient ces cavaliers? De qui est-ce que vous vous êtes entouré à l'époque? Inspiré aussi? Qu'est-ce qui a fait partie de votre histoire? Moi, j'aimais beaucoup travailler avec Hubert Brody. À l'époque, qui était un cavalier, qui était un précurseur, qui était un cavalier très en avance sur son temps et qui avait une équitation très légère et qui a performé énormément pour la France. Après, j'ai fait beaucoup de combinaisons avec Eric Navet aussi, qui était un modèle pour moi. Donc, c'est des cavaliers très classiques. Et ça, je m'inspirais beaucoup de ces cavaliers-là. On a plusieurs fois posé la question à Eric Navet quand on l'a reçu, mais est-ce que pouvoir envisager une collaboration avec un cavalier comme Eric pour le staff français, ce serait pas une grande valeur ajoutée pour notre équipe? Oui, moi je parle beaucoup avec Eric. Eric est très occupé en ce moment. Il a ses clients, son client américain qui suit. Eric se déplace beaucoup aux États-Unis pour aller le voir. Il fait les concours en Europe, mais qu'avec lui. Mais on s'est rencontrés encore avec sa chapelle là. On a parlé ensemble et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que l'équipe qui était avec sa chapelle là a parlé avec Eric. Eric parlait avec eux et Eric s'intéressait beaucoup à ces cavaliers là aussi. Donc oui, pourquoi pas à l'avenir. Je veux dire, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais pour l'instant, je trouve très occupé avec ce qu'il fait. Et Eric est quelqu'un de très organisé, donc il ne veut pas trop se disperser. Et on ne va pas changer son modèle. On a eu l'occasion au cours de ce podcast de recevoir plus de vos prédécesseurs et collègues. Je pense notamment, on a eu Michel Asseret, on a eu Henk dans le podcast, et à chaque fois, on parlait un peu de ce poste, de ce qu'ils aimaient dans ce poste, de ce qui était plus difficile. À chaque fois, ce qui est ressorti, c'est quand même la gestion des relations avec les cavaliers, puisque vous avez un statut de sélectionneur, de décideur, et à la fois, vous vous connaissez tous très bien, vous avez grandi ensemble, vous avez vécu des choses ensemble. Comment est-ce que vous gérez cette relation avec les cavaliers que maintenant vous dirigez, entre guillemets, alors que vous vous connaissez très bien, quoi. Vous êtes pratiquement amis, j'imagine, dans certains cas. Oui, je crois que c'est un peu plus facile pour moi que par rapport à Henk ou à Philippe Biarda, parce que c'est des cavaliers j'ai couru avec certains et on se connaît depuis très longtemps. Donc je pense que c'est un peu plus facile pour moi. Après, évidemment, il faut décider. J'essaye toujours si je peux pas mettre un cavalier à tel concours, de parler avec lui et de dire si c'est pas ce concours, ça sera un autre concours et on va faire un autre plan. Ne pas laisser tomber. Je veux dire, pas dire je te mets pas et puis ne plus en parler. Essayer de construire quelque chose pour l'avenir. Et je dois dire que depuis que je suis en poste, j'ai croisé les doigts, mais ça se passe vraiment bien. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Vous vous rendez un peu chez les cavaliers pour les entraînements aussi, en plus de toutes les coupes? Oui, ça j'y tiens beaucoup. Je vais chez les cavaliers avant. Si on a un grand événement, on essaie de s'entraîner ensemble. Avant la finale Coupe du Monde, on a fait des entraînements. Et avant les championnats du monde, on va aussi se regrouper. Et puis l'hiver, oui, ça je compte beaucoup. Ces stages qu'on fait l'hiver avec Olivier Guillon. Je pense que ça c'est quelque chose qui est important. Que toutes les nations ne font pas. Nous, on a la chance, grâce à la fédération, de pouvoir le faire, et ça, il faut vraiment en profiter. Et là, ce que je voudrais de plus en plus, c'est intégrer dans ces stages des cavaliers, un Kevin Stott qui viennent nous aider, qui viennent passer une journée avec nous, et ça, j'essaye de mettre ça en place. Selon les régions, on ne va pas perturber ces cavaliers-là, mais encore une fois, qu'on essaie d'avoir un esprit de groupe, qu'on travaille tous ensemble et qu'après, une fois qu'on se retrouve sur les terrains, qu'on puisse dire tiens, on peut parler ensemble et on peut travailler ensemble.
Quelle marge de manœuvre est-ce que vous avez quand vous travaillez avec ces cavaliers? Sur quoi est-ce que vous essayez d'influencer leur système, leur travail, leurs chevaux? Et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne voulez surtout pas intervenir pour pas modifier ou venir déconstruire quelque chose qui va bien? Oui, c'est des grands cavaliers, attention, ils ont beaucoup d'expérience, ils connaissent mieux leurs chevaux que moi. Donc moi je veux surtout pas tout changer, je veux d'abord observer. Et puis après, je leur fais part de mes réflexions une fois qu'ils ont fait l'entraînement, je parle avec eux. Après, ils me répondent. Donc, il y a un échange qui est plutôt constructif, mais je suis pas là pour changer, je veux dire, pas avec ces cavaliers-là. Autant si c'est des jeunes, des juniors ou des jeunes cavaliers, là, on peut y aller un petit peu plus en demandant un système, le système que l'on veut un peu plus, mais ces cavaliers-là, non, il faut surtout pas changer. On a échangé avec Kevin en début de week-end pour une petite capsule, pour un épisode justement enregistré en vue des championnats du monde en collaboration avec la Fédération française d'équitation. Et Kevin nous racontait cette anecdote de pouvoir suivre un cavalier, alors je ne sais plus qui c'était, ça devait être Simon, à l'entrée de piste, justement sur un grand championnat, dans le couloir. Et ce qu'il nous disait, c'est qu'en fait parfois, il faut juste être là, c'est juste un espèce de soutien moral. Évidemment que Simon, à ce moment-là, il avait tous ses contrats en tête, qu'il savait exactement quel choix technique il allait faire, dans quelle combinaison, dans quelle ligne. Mais voilà, il avait peut-être juste besoin de l'entendre une nouvelle fois. Votre rôle aussi, c'est aussi un rôle moral, un rôle d'être là, de comprendre, de pouvoir lire un petit peu les émotions de vos cavaliers, de les deviner et de comprendre en fonction de leur personnalité ce qu'ils vont avoir besoin d'entendre. Oui, je crois que chaque cavalier est différent. Quelqu'un, quand on parlait de Simon a besoin de se répéter son parcours avant de rentrer en piste, de répéter tout le plan du parcours, et ça, il veut qu'on l'entende, et il veut qu'on le rassure là-dessus. Moi, mon rôle, c'est si j'ai vu, en tant qu'observateur, des obstacles qui se passent un petit peu moins bien, là, je dis attention à cet obstacle-là. Et après, Kevin, lui, a beaucoup moins besoin, lui, il a son plan en tête. Donc il a juste besoin qu'on l'accompagne jusqu'à l'entrée de piste. Et je crois qu'il faut faire attention, chacun a sa méthode, chacun a sa technique, à bien respecter ça. On avait échangé avec Jean-Maurice Bonneau, il y a quelques années déjà, sur évidemment son rôle dans l'équipe. Et on avait beaucoup parlé d'inspiration. Jean-Maurice qui s'inspirait quand même d'autres sports, d'autres systèmes, d'autres fédérations sportives. Est-ce que vous aussi, vous avez observé, ou est-ce que vous avez eu l'occasion peut-être d'aller rencontrer, de vous immerger à l'intérieur d'un autre système sportif pour aller chercher des idées de management, des idées notamment par exemple pour travailler ou pour renforcer la cohésion d'équipe, toutes ces choses-là, vous avez pu les tirer en dehors de l'équitation ? J'essaye, c'est un point sur lequel j'essaye de travailler, évidemment. J'ai un rêve, je ne sais pas si je vais arriver à le réaliser, c'est de faire rencontrer les cavaliers, quelques cavaliers avec Luis Enrique, qui est quelqu'un qui a créé cette cohésion d'équipe. Je vais me faire engueuler par mon fils qui est marseillais, mais il a créé cette cohésion d'équipe qui est incroyable à Paris. Et justement, sa fille est là à la Baule, et je voulais essayer de parler avec elle pour essayer de l'approcher. Mais mon rêve, ça serait d'avoir un dîner ou quoi que ce soit avec 5-6 cavaliers de l'équipe de France et puis lui, pour qu'il nous explique un tout petit peu son fonctionnement et comment il est arrivé à motiver cette équipe-là et à gagner autant, quoi. Vous avez la sensation que ce petit point-là, cette cohésion d'équipe, ça peut vraiment tout changer dans un championnat. Ça peut aller pallier à des problèmes techniques, une faute, une erreur. Ça peut vraiment avoir un effet... Ah oui, ça, j'en suis mais persuadé. Les premiers à avoir fait ça, vraiment, c'est les Allemands. Moi, quand j'étais en Allemagne à l'époque, je les voyais tous venir là dans l'écurie où j'étais, ils travaillaient ensemble. Ça m'a complètement marqué. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est l'exemple encore vendredi de Kevin en numéro 5 qui était là avec nous au paddock et qui m'a tellement aidé. Je veux dire, ça, je l'ai dit en conférence de presse, mais vraiment, il a joué un rôle déterminant aussi, sans monter. Et ça, bravo. Donc oui, on a besoin de ça. Il faut continuer dans cette voie-là, absolument.
Là, à l'heure actuelle, vous faites quel constat justement de cet esprit d'équipe? Alors là, on a eu une équipe très forte vendredi avec Nina et Antoine qui sont de la même génération et qui semblent très bien s'entendre. Olivier et Julien qui ont fait les Jeux Olympiques de Paris ensemble. Mais de manière générale, si on compte un peu toute cette équipe de France de groupe 1, quel constat est-ce qu'on fait de cet esprit d'équipe aujourd'hui? Je trouve que ça prend forme. Et à nous, c'est d'essayer avec Olivier Guillon, d'essayer encore de progresser là-dessus. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des stages, on se sert de ces stages encore pour parler avec eux, pour essayer qu'ils travaillent ensemble. Mais je trouve que ça prend forme, on doit encore travailler là-dessus. Mais c'est très très bien dans ce qui se passe là dans le groupe des 5-6 cavaliers qui sont ici. Il faut encore progresser dans le groupe un petit peu en dessous, mais il faut qu'on évolue là-dessus, mais ça va venir. Hier, donc, on vous l'a dit plusieurs fois, on a reçu donc Elena Storman. Un des premiers sujets qu'elle a abordé, et ça faisait entre guillemets partie de mes questions pour vous, ça a été l'évolution du sport, la place de l'argent dans notre sport, la création, il y a maintenant quelques années, du Global Champions Tour. Et moi, je constate quand même quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la sensation que nos cavaliers français, peut-être nos jeunes cavaliers français aussi, ont un peu moins l'ambition, l'envie d'aller représenter la France dans des Coupes des Nations. Est-ce que vous avez le même constat? Si c'est le cas, qu'est-ce que d'après vous il faut faire pour aller redonner cet esprit d'équipe que vous semblez avoir depuis tout jeune? Quel regard est-ce que vous portez là-dessus? Non, moi je suis pas tellement d'accord. Je trouve que j'ai beaucoup de demandes dans ces Coupes des Nations. Et ça, j'en suis très content. Et quelquefois, je suis obligé d'en laisser de côté même. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que les Coupes des Nations ont un attrait incroyable toujours. Et ça, j'espère qu'on va continuer à le garder parce que c'est quand même des épreuves magiques. Et qu'il y ait plus d'argent dans les concours, oui, maintenant grâce au Global qui a commencé à distribuer beaucoup plus d'argent, les autres concours ont suivi. Donc c'est sûrement un peu au détriment des Coupes des Nations. Mais on a tellement de cavaliers, tellement de bons cavaliers aujourd'hui qu'on arrive quand même à construire des équipes qui sont de très haut niveau. L'exemple en est ici à La Baule où il y avait toutes les équipes de très haut niveau. Donc voilà, maintenant, je pense que ces Coupes des Nations ont toujours un attrait quand elles sont organisées comme ça dans des beaux concours. Je pense que les Coupes des Nations, peut-être dans des 3 étoiles dans des pays un peu retirés, des conditions moins bonnes, ça vont plus avoir lieu très longtemps. Mais ces Coupes des Nations 5 étoiles, que ce soit Rome, même Saint-Gall, on a fait un concours magnifique à Saint-Gall la semaine dernière, que ce soit ici. Après, on a encore Rotterdam qui était un magnifique concours aussi. Il y a toujours des concours mythiques comme Ixted, comme Dublin, comme Fasterbo. Donc ça, il y a beaucoup de demandes pour ça, quoi. Est-ce que vous travaillez main dans la main avec l'élevage français? On regardait ce podium vendredi et on était quand même... on était quand même enthousiaste de se dire que sur les 3 cavaliers présents sur le podium, il y a quand même Julien qui fait naître ses chevaux, Olivier qui fait naître ses chevaux, et puis l'un dans l'autre, Antoine aussi quand même, qui a alors ils montent pas toujours les chevaux de l'élevage, mais ils ont quand même une partie d'élevage. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous concentrez aussi? Essayez de faire le lien, alors soit avec évidemment les élevages personnels de ces cavaliers, soit de faire le lien entre les grands élevages français, ces élevages, ces éleveurs qui ont un héritage à transmettre, un patrimoine génétique incroyable, et puis nos pilotes qui ont besoin d'être équipés. Oui, l'élevage français vraiment est très renommé et marche très bien, moi je trouve. On voit de plus en plus comme vous disiez, le podium là, de chevaux français au très haut niveau. Ce qu'il faudra arriver à faire, on a des très bons éleveurs, c'est d'arriver à ce que nos éleveurs gardent un peu plus longtemps leurs chevaux, donc qu'ils aient une aide un peu. L'idéal pour moi, c'est de trouver un propriétaire qui dit tiens, je vais venir avec l'éleveur, je vais acheter la moitié du cheval avec l'éleveur et on va aller plus loin. Les éleveurs, évidemment, il faut qu'ils réalisent, il faut qu'ils gagnent de l'argent aussi, il faut qu'ils arrivent à vivre et à faire tourner leur élevage, donc ils vendent assez tôt. Et ça au détriment un peu du grand sport. Je pense qu'il faudrait trouver un système, comme je disais, inciter les propriétaires en disant acheter un cheval et que l'éleveur en garde un bout pour aller plus loin, pour aller dans le grand sport, quitte à ce qu'ils le vendent après, mais ça sera mieux pour tout le monde. Et nous, l'équipe de France pourra en profiter.
et pouvoir protéger aussi les affixes. C'est un des sujets qu'on a évoqué nous avec Michael Varlio de l'élevage de Riverland qui regrettait vraiment le fait que tant de chevaux passent sur la scène internationale en changeant d'affixe et du coup ça ne protège pas non plus la notoriété de l'éleveur finalement. Oui, c'est exact, ouais, c'est exact. Mais ça, je vois pas comment se battre là-dessus. C'est les propriétaires après qui décident. Je trouve ça anormal qu'on puisse le faire, qu'on puisse changer. Donc c'est peut-être un problème avec la FEI qu'on doit régler. Mais c'est une très bonne suggestion, je trouve. Ouais. En écoutant dérouler votre vie, cette interview et votre poste à l'heure actuelle, j'ai la sensation que depuis que vous êtes tout jeune, vous avez la bougeotte, vous avez envie, besoin d'aller sur des concours, voir les chevaux, etc. Et je me demandais, qu'en était-il aussi de votre vie personnelle et privée? Vous avez vous avez 2 garçons, dont un qui monte à cheval, Baptiste, à très bon niveau, et un autre qui fait, si je ne me trompe pas, de l'ultra trail. On a vu ça sur votre compte Insta. Comment est-ce que parmi toutes ces fonctions, parmi cette vie de sportif très prise, vous avez aussi géré cette vie personnelle, le fait de mettre aussi un de vos garçons sur la scène internationale? Comment ça s'est passé tout ça pour vous? Je crois que tout ça, c'est grâce à ma femme, Sylvie, évidemment, qui m'a déjà accompagné quand j'étais compétiteur dans tous les concours, qui m'a suivi tout le temps. Et ça, merci à elle. Je veux dire, c'est pas facile quelquefois d'être dans les tribunes et d'attendre des heures dans les tribunes. Et puis ensuite, quand j'ai commencé la partie entraîneur, ma femme a créé sa propre boîte qui s'appelait Jump Facts à l'époque, où elle publiait tous les résultats de tous les concours. Et ça marchait très fort, ça a très bien marché. Elle a vendu sa boîte après. Et ensuite, je suis ravi que j'ai un de mes fils, Baptiste, qui a repris les écuries, surtout en ce moment où moi, je suis très peu présent. Donc il s'occupe de ça très bien et ça, j'en suis ravi. Et à chaque fois que je reviens chez moi en début de semaine, on collabore ensemble, on travaille ensemble, on fait les programmes et on achète des chevaux ensemble. Donc on fonctionne comme ça. Et mon autre fils Guillaume, lui, avait commencé à monter à cheval et puis tout d'un coup il a dit non, c'est pas un sport pour moi. Donc il est ingénieur et puis maintenant il est à Montpellier, mais on correspond souvent. Je sais pas s'il fait beaucoup d'ultra trail ou pas, mais nous c'est un milieu qu'on connaît bien parce que avec notre agence de communication, on suit plusieurs événements d'ultra trail. C'est un sport qui a beaucoup à apprendre aussi, je trouve, en termes de système pour les athlètes, même de notoriété, de visibilité. Il y a eu une croissance de visibilité, de médiatisation phénoménale pour l'ultra. Est-ce que vous avez eu l'occasion de plonger un peu votre nez dedans pour aller regarder ce qui s'y passe? Parce que on peut évidemment s'inspirer de plein de choses, je trouve, de ce sport-là. Non, c'est drôle parce que hier soir j'ai dîné avec Michel Robert et puis on parlait de ça. Et on disait que c'était un sport qui était incroyable, d'une dureté incroyable. Mon fils Guillaume, il a fait le tour de la Martinique. Je crois que c'est très difficile. 136 km. 136 km, il est arrivé au bout et il a eu son t-shirt finisher. mais je suis en grande admiration pour ça. C'est quelque chose. Après, je me suis pas vraiment plongé là-dedans, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Edouard, pour revenir un peu à l'actualité, pour le coup, pour revenir aussi et parler de ces championnats du monde qui arrivent, on a quand même un bon exemple vendredi qui montre que vous avez quand même su mettre en avant l'ouverture, aller chercher de nouveaux cavaliers sur des Coupes des Nations de seconde ligue et puis préparer très discrètement cette équipe 1. On est à quelques semaines maintenant des championnats du monde. C'est quoi les prochaines échéances? Qu'est-ce qui se dessine? Comment est-ce que vous voyez les choses arriver? Donc l'idée de départ, c'était de marquer cette date ici. Après, voilà, tout s'est aligné au bon moment. Et ensuite, vraiment de baisser un tout petit peu avec les principaux chevaux qui sont dans la sélection. Et pour remonter après sur certains concours, mais là, on va faire vraiment à la carte. On va pas mettre tout le monde dans le même concours. Certains chevaux auront besoin de sauter un peu plus, d'autres un peu moins, d'autres un peu plus gros, d'autres un peu moins gros. Pour arriver, voilà. Maintenant, ça va être assez long. On a 2 mois avant l'échéance. Et ça va être assez long. Je crois que c'est important de bien gérer ce temps-là, en espérant que tout se passe bien, que voilà, on a vu ce qui s'est passé avec Simon la semaine dernière à Cannes. Il peut tout se passer avec un cavalier, avec un cheval. Donc essayer de gérer ça le mieux possible.
avec les concours les plus adaptés selon les couples. Je veux dire, vraiment faire ça à la carte. Je repensais un petit peu à tous les sujets qu'on vient de balayer ensemble et à cette culture équestre que l'on a en France, que ce soit l'élevage, que ce soit le sport. On a des grandes dynasties de cavaliers donc évidemment la famille Couperin en fait partie, mais la famille Rosier, on a énormément de cavaliers comme ça qui sont des fils d'eux, des grandes familles de cavaliers, les Bost évidemment, mais aussi de grands élevages qui rayonnent à l'international. On a quand même ce patrimoine, cet héritage équestre. Est-ce que vous pensez déjà qu'il perdure ? Est-ce que vous pensez que cette génération d'immenses hommes et femmes de chevaux qu'il y a eu à votre époque a réussi à faire passer ses valeurs, à faire passer son histoire, à faire perdurer en fait cet héritage à la nouvelle génération ? Et surtout, comment est-ce qu'on explique qu'il y a en France autant d'hommes de chevaux de la stature d'un Éric Navette, d'un Roger-Yves Bost, de tous ces cavaliers qu'on a nommés, de Hubert Bourdi, on pourrait parler de Gilbertrand de Balanda, de Hervé Godignon. Ce sont quand même des noms, quand on parle avec les cavaliers étrangers, quand on parle avec d'autres entraîneurs, quand on parle avec une Helena Storman, ce sont tous ces noms-là qui ressortent finalement. Oui, et on a vraiment un réservoir, que ce soit un ancien réservoir, on va parler comme ça, de cavaliers incroyables et qui ont fait tout un tas de Coupes des Nations et qui ont gagné vraiment des grands titres. Ce qu'il faudrait encore améliorer, c'est qu'ils arrivent à transmettre un petit peu plus. Ça, j'ai ce sentiment-là, ce qui n'est pas facile, hein. Je trouve que dans d'autres pays, ils arrivent encore à transmettre un petit peu plus, à être un peu plus présents auprès des jeunes et auprès des nouveaux cavaliers. Donc ça, je pense qu'il y a encore un effort à faire. Et je pense qu'il faut encore qu'on travaille tous là-dessus. La question, c'est aussi, est-ce que nos jeunes ont envie de recevoir cet héritage ? Ça, j'en suis persuadé. L'exemple au championnat d'Europe, quand on avait mis les jeunes avec Kevin et Julien, j'avais la veille, une semaine avant les championnats d'Europe, j'avais organisé un dîner avec eux et c'était incroyable la demande des jeunes disant mais comment ça se passe un championnat et qu'est-ce qu'ils voulaient savoir exactement et la transmission des autres qui ont tout expliqué et ça j'ai vraiment adoré. Donc oui, je pense qu'ils sont demandeurs et c'est à nous d'arriver à leur transmettre un peu plus. Pour finir peut-être, Édouard, ça fait, donc on l'a dit, des années que vous faites ça, que vous avez écumé tous les terrains de concours et les plus belles échéances. Est-ce que vous rêvez encore ? Est-ce que ces moments comme vendredi vous mettent des émotions ? De quoi est-ce que vous rêvez ? De quoi est-ce que vous avez encore envie ? Oui, ça très envie toujours. Des moments comme vendredi sont incroyables à vivre. Je ne fais pas grand-chose, je marche du paddock au terrain, mais c'est épuisant. et puis quand il y a de la réussite comme ça, évidemment. Donc oui, l'envie est toujours là. Déjà à court terme, évidemment, essayer de faire des beaux championnats du monde et déjà se qualifier. Et puis en ligne de mire les Jeux Olympiques à Los Angeles qui vont être quelque chose de vraiment incroyable aussi. Donc ça, c'est quand même le but. Mais oui, chaque concours me fait rêver et je suis pas fatigué de voyager, quoi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'équipe de France, à part, bien sûr, de briller à Aix-la-Chapelle, mais peut-être si on fait the big picture, une image un peu plus large, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les années à venir pour cette équipe de France qui est un mix un peu entre cette génération, comme vous l'aviez dit, bien ancrée, très expérimentée, et puis les très jeunes cavaliers, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Antoine et Nina sont, pour être dans cette équipe, très jeunes, quoi. Le gap est immense en termes d'années d'expérience entre ces deux générations. Oui, moi ce que je souhaite le plus pour cette équipe de France, c'est de garder des chevaux.
parce que on peut être un crack cavalier et pas avoir de chevaux, et là on va pas aller dans le grand sport. Donc c'est de savoir s'entourer. Nina en est l'exemple, elle a su s'entourer de très bons propriétaires et qui gardent des chevaux pour elle, qui achètent des nouveaux chevaux pour elle. Et ça c'est une grande forme d'intelligence de Nina d'arriver à les garder avec elle et à travailler aussi bien avec elle. Encore une fois, on a besoin de propriétaires comme ça. Et puis Antoine aussi, qui a le cheval de son élevage, qu'il arrivait à former, qu'il arrivait à garder, et puis qui est bien entouré aussi avec l'écurie Chevel, qui lui confie des chevaux de plus en plus. Donc ça, ce que je souhaite à ces cavaliers-là, voilà, c'est de savoir bien s'entourer, de pouvoir garder leurs chevaux. Et puis nous, fédération, à nous de travailler pour trouver des nouveaux propriétaires. Et on en a en France des nouveaux propriétaires, je suis sûr, mais les intéresser encore plus au grand sport. Voilà. J'ai juste une dernière demande. Est-ce que vous pourriez adresser un mot à tous ces jeunes cavaliers qui sont sur la voie pour devenir professionnels, quel que soit le niveau, s'ils sont déjà, je ne sais pas, Pro 2, Pro 1, etc. Mais tous ces jeunes qui travaillent dur, parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans toutes les écuries autour de chez nous, on en voit plein, des gamins qui travaillent super dur, qui rêvent d'atteindre ce niveau-là, ce niveau des Nina, des Antoine, et puis des Julien, Olivier, bien sûr. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Persévérer surtout, ça c'est très important parce que c'est pas facile, c'est une vie qui est pas facile. Et puis ce que je disais au début, regardez ce qui se passe ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les grandes écuries, à demander, à parler avec ces grands cavaliers-là, ils vont parler avec vous. On a toujours peur de les approcher, mais ça, ne pas hésiter à les approcher. Et même moi, je suis disponible aussi, donc ça c'est vraiment la clé du succès, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et puis voilà, même s'il y a des échecs, de continuer, de persévérer, de pas arrêter au premier échec. Alors, je ne pensais pas vous les poser, mais je vais quand même vous poser ces questions. On termine toujours par des question très courte à la fin. Quand vous allez entraîner un cavalier, c'est quoi le premier exercice, le petit exercice que vous leur faites faire pour sonder, pour observer les premières bases ? Je crois que c'est déjà sur le plat. Okay. Voir comment ça fonctionne sur le plat, ça pour moi c'est très important. C'est la base de tout. Et puis même déjà des barres par terre, des petits exercices. Chaque fois qu'on va s'entraîner, on saute jamais très gros. Et c'est juste qu'il y ait une bonne mécanique, qu'il y ait un bon rythme, mais dans la simplicité, faut rester très simple. Et puis moi, ce que je leur conseille aussi beaucoup, c'est d'aller voir des dresseurs qui travaillent sur le plat, de se faire aider, parce qu'on a besoin de ce système-là qu'on met en place de plus en plus en France, mais on est un petit peu en retard avec ça aussi, par rapport aux autres pays. Donc ça, je leur conseille vraiment ça. Et alors, si vous étiez toujours cavalier aujourd'hui, est-ce qu'il y a un cheval que vous auriez aimé avoir dans votre écurie, un cheval du circuit actuel, pas que de l'équipe de France, hein, on a le droit de... Je sais pas, il y a tellement de chevaux. Il y a le cheval de Darak Kenny là, qui a sauté la Coupe des Nations hier, bon, qui a fait 4 points, mais qui est un cheval on aime bien. C'est des chevaux simples, des chevaux avec une bonne locomotion et qui ont une bonne technique. Ça, c'est des chevaux qui font rêver. Donc ça, voilà, c'est un exemple. Mais il y a tellement de bons chevaux aujourd'hui. Le cheval de Jeanne Sadran Dexter est un cheval exceptionnel aussi. Elle a formé un couple incroyable avec elle. Donc on a des bons chevaux en France aussi. Mais en général, voilà, des chevaux avec une bonne locomotion et des chevaux avec une bonne tête. Merci beaucoup, Édouard. Avec plaisir.